Le Parlement de Wallonie s'est lancé avec volontarisme dans le renouveau démocratique. Son objectif, participer à combler le fossé entre élus et citoyens. La commission du renouveau doit faire preuve d'imagination pour faire des propositions qui amélioreront le processus démocratique. Deux sujets importants sont sur la table. D'abord, la suite des mesures visant à limiter le cumul des mandats. Le pouvoir doit être mieux partagé. Autre attente, une meilleure prise en compte de la participation citoyenne. Plusieurs solutions existent. Les élus wallons semblent d'accord pour activer l'une d'entre elles, la consultation populaire. C'est un outil, mais il faudra aller plus loin pour associer les citoyens à la décision. L'avenir de notre système parlementaire passera par ce travail. Nous en parlons avec des élus, mais aussi avec des citoyens actifs. Voilà, effectivement, une série d'élus nous ont rejoints sur ce plateau pour ce débat important. Je vais vous les présenter. Et tout d'abord, nous accueillons Pierre-Yves Dermagne. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, je vous présente le premier parce que finalement, en regardant un peu au niveau des cumuls des mandats, vous êtes le premier finalement sur ce plateau également, puisque vous cumulez le mandat de député wallon avec celui d'Échevin de la ville de Rochefort. Vous êtes également conseiller provincial pour la province de Namur. Non, ça, vous ne l'êtes plus. Vous le fûtes en 2000. Mais c'est un mandat qui est incompatible avec celui de député wallon. Et donc, voilà. Effectivement, cette année-là, l'année où j'ai été élu député wallon, les 5 premiers mois de l'année, j'étais conseiller provincial. Alors vous êtes aussi, vous siégez aussi dans 2 intercommunales. Je siégeais. Vous avez arrêté de siéger également. Dès lors que je suis devenu député wallon, j'ai abandonné mon mandat de conseiller provincial et les 2 mandats dérivés qui étaient liés, à savoir celui d'administrateur dans 2 intercommunales, une intercommunale de développement économique et une intercommunale d'assainissement des eaux. Avec nous également Gilles Mouillard pour le MR. Au niveau de vos mandats, vous, si je suis bien informé, c'est vrai que j'ai été voir le site Cumuléo, mais c'est des informations de 2014, il faut être précis. Vous êtes député wallon et administrateur dans une société de logement social. Je suis un très mauvais client pour Cumuléo puisque je ne cumule pas. Tout simplement. Voilà. Avec nous également le président du Parlement de Wallonie, André-Antoine. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, vous avez le mandat de parlementaire, de président du Parlement de Wallonie, et vous êtes également conseiller communal de la commune de Perouet, exact? Oui, en fait, je suis bourgmestre, mais dans les règles nouvelles de limitation des mandats, je suis ce qu'on appelle un bourgmestre en titre, mais empêché. À votre grand regret ou... Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, parce que lorsque je me suis présenté, la population pérouésienne connaissent très bien mes mandats, mon intérêt pour la Wallonie et également pour la commune, donc c'est librement qu'ils ont fait ce choix-là. Voilà, avec nous également Stéphane Azé, lui aussi modeste dans le cumul des mandats, puisque... Voilà, vous êtes chef de groupe écolo également. Est-ce que c'est un mandat rémunéré en outre du mandat de député? Non, pas pour écolo, mais c'est 100% pour la Wallonie. Et si j'avais plus de temps, je voudrais encore faire plus pour la Wallonie, tellement les chantiers sont importants. À vos côtés, Frédéric Gillot, vous représentez le PTB ici. Vous n'exercez-vous qu'une seule fonction aussi, celle de député wallon et celle de député de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce sont des mandats qui vont de pair. C'est un cumul, ça, plutôt institutionnel. On peut et de toute façon, c'est aussi la règle chez nous. Donc, voilà, de ne pas cumuler. Voilà, nous accueillons également Christophe Schoon, qui est à nos côtés, le secrétaire général d'Inter-Environnement Wallonie, qui est une fédération d'associations environnementales et qui, elle, réfléchit aussi sur la participation, la manière d'améliorer la participation citoyenne, notamment en matière d'environnement. Vous n'êtes pas référencé, vous, sur le site Cumuléo. Je n'ai pas de mandat politique. J'ai des mandats d'administrateur, notamment au Bureau européen de l'environnement, mais c'est un mandat qui est lié à ma fonction. Mais évidemment, il m'est strictement interdit d'avoir un mandat politique ou une appartenance même politique, puisque nous sommes à équidistance quelque part dans ce que nous proposons au pouvoir public. Voilà, et enfin, Christophe Van Gelu, vous êtes peut-être moins connu que nos autres invités, et pourtant votre site a une grande visibilité, c'est le site cumuléo.be, sur lequel j'avais été chercher les informations, notamment qui concernaient Pierre-Yves Dermagne, mais bon, effectivement, il faut le préciser, les informations qui sont sur votre site, il y a toujours un léger décalage. Il y a toujours un peu de décalage, c'est au mi-août plus ou moins que les nouvelles déclarations de mandat sont rendues publiques par la Cour des comptes, et donc elles concernent l'année qui précède.
Voilà, alors c'est un travail que vous avez lancé, vous, ce site qui est devenu en quelque sorte, enfin je me tournerai après vers nos invités, mais un site de référence aujourd'hui. Je pense. Quelle était votre motivation? La motivation, elle était simple, c'est qu'il y a cette obligation de déclaration des mandats pour les mandataires et cette information est publiée au Moniteur belge. L'objectif de cette législation est de lutter contre les conflits d'intérêts en diffusant le plus largement cette information auprès du citoyen. Et je trouvais que les services de l'État ne sont pas allés jusqu'au bout de cette démarche parce qu'en se limitant à une publication au Moniteur belge, ce n'est pas tout à fait facilement accessible aux citoyens qui va rarement voir sur le site du Moniteur. Et donc, Cumuléo a été créé pour combler cette lacune de visibilité de cette information qui est fondamentale pour la démocratie et pour et vous la faites lutte. ça, vous, à titre bénévole Je le fais tout à fait à titre bénévole. Je suis indépendant dans le domaine du web, donc j'avais les compétences techniques pour créer le site. Et c'est pour ça que voilà, je me suis lancé, je fais tout à fait bénévolement sur et quelle est mon votre temps libre. motivation derrière ça? Vous voulez-vous lutter quelque part contre le cumul des mandats? Ma motivation première, c'est la transparence. Je suis vraiment fondamentalement un défenseur de la transparence. On ne va pas encore assez loin dans cette transparence, il y a encore beaucoup à faire. Et voilà, c'était une étape. Et quand je dis transparence, c'est une vraie transparence pleine et assumée. Et donc en diffusant largement les informations et en les rendant facilement accessibles aux citoyens. Alors je me tourne vers nos invités politiques. Par rapport à ce site Cumuléo, quand il est apparu, voilà, quelle a été, Pierre-Yves Dermagne, votre réaction que le travail qui est fait par le site Cumuléo et M. Van Guelu, je ne dis pas ça parce que je l'ai en face de moi, mais je pense que c'est un travail sain, salutaire pour la démocratie. Comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'une publication au Moniteur belge, c'est quelque chose d'assez abrupt, d'assez compliqué. Il faut aller voir, il y a des milliers de pages, donc il faut le compulser attentivement pour voir où se trouve son bourgmestre, où se trouve son député. Et je trouve vraiment que c'est un travail de qualité qui est fait, mais qui a ses limites, et on l'a vu en ce qui me concerne, puisque effectivement, c'est une année civile qui est prise en compte, et c'est des limites qui ne sont pas liées au travail que vous effectuez, mais à celui qui est celui organisé et encadré par la Cour des comptes. On travaille en année civile, et donc quelqu'un qui a eu un mandat, exercé un mandat pendant 2 mois sur une année parce qu'il a remplacé quelqu'un, est comptabilisé entièrement. Et donc on additionne parfois des choses qui sont différentes, qui ne correspondent pas, parfois des pommes et des poires. On a des mandats qui sont des mandats importants, fortement rémunérés, et d'autres qui sont des mandats gratuits, bénévoles, dans une association locale, ou des mandats qui sont des mandats liés directement à l'exercice d'un autre mandat. Je pense à un échevin de l'économie qui serait aussi président du groupe de soutien économique dans sa commune. Voilà, ce sont des mandats qui sont en réalité entièrement liés. Donc il y a peut-être la nécessité d'encore affiner les choses pour que ce soit effectivement plus transparent, plus clair, plus lisible, mais que ça corresponde aussi plus à la réalité de terrain. Oui, Frédéric Gillot. Voilà, par rapport au site, je trouve vraiment ce site extrêmement intéressant, qui amène pas mal de transparence déjà. Je peux regretter un peu, mais ce n'est pas dû à monsieur, c'est des données qui ne sont certainement pas disponibles aussi, mais qu'en termes de revenus, la transparence peut essayer de la hausser, parce que c'est ce qui m'intéresse aussi, de savoir, en termes de cumul, les revenus qui sont cumulés. Je crois que c'est aussi important que les différents mandats, les différentes fonctions qu'on peut avoir. Donc le cumul des revenus serait intéressant de le connaître aussi. Et vous avez cette idée-là C'est effectivement un des prochains chantiers de Cumuléo, c'est d'avancer sur cette thématique de la transparence des rémunérations. Et André-Antoine, par rapport à ce site Cumuléo et au travail de ce citoyen... C'est une excellente initiative, excellente. Et du reste, je souhaiterais que les parlements prennent le relais, que le Parlement affiche pour nous, mais Parlement fédéral, Parlement européen, la liste des mandats que détiennent les élus. Ce qui permettrait aussi une actualisation, parce qu'il y a juste une injustice. Vous pouvez commencer un mandat, puis accéder à un autre qui est incompatible avec le premier, et on ne le sait pas. Et alors on a le sentiment qu'il y a une longue liste de mandats. Et donc moi je trouve que ce sera l'honneur des parlements de dire clairement, voilà la composition de nos élus, voilà les mandats qu'ils exercent. Et puis après, c'est bien ça le but de Cumuléo, les citoyens connaissent les mandats, connaissent les prestations des élus, et ils choisissent en âme et conscience. Et par rapport à la suggestion de M. Gillot de dire qu'il faudrait aussi la transparence sur les revenus liés à ces mandats. Dès lors qu'il s'agit de mandats publics, vous savez, déjà un ministre aujourd'hui, lorsque vous devez ministre, vous devez remplir une déclaration à la Cour des comptes qui contient à la fois, bien sûr, vos mandats, comme pour tout le monde, mais également vos revenus, vos comptes d'épargne, vos comptes courants, le patrimoine.
Tout ça sous une enveloppe cachetée parce qu'il y a une confidentialité qui est de rigueur. Mais dès lors qu'une enquête s'engage, on peut ouvrir l'enveloppe et comparer s'il y a eu oui ou non un enrichissement et pourquoi. Voilà une formule qui existe, qui fonctionne bien et du reste bien avant le tapage que nous avons connu en France. Oui, Gilles Mouillard, puis je viens vers Stéphane Azé par rapport au travail qui est fait, par rapport à la suggestion de M. Gillot aussi. Quelque part, Cumuléo fait un peu ce que le secteur public devrait faire, parce que quand c'est édité aux alentours du 15 août dans le Moniteur, c'est totalement impossible de s'y retrouver. En quelques clics sur Cumuléo, effectivement, on sait se rendre compte exactement ce qu'il en est. Lorsque l'on dit que ça peut prêter à erreur dans le sens où si on fait un mandat pendant une partie d'année, on ne le sait pas, ce n'est pas vrai non plus. Parce que Cumuléo se base sur les données de la Cour des comptes et vous avez dans la case le moment où vous arrêtez, où vous entrez en fonction. Donc avec une lecture un peu approfondie, on sait également s'en rendre compte. Mais les données qui sont récoltées et qui sont après émises par la Cour des comptes, je pense qu'elles pourraient être utilement complétées. Puisque parfois, effectivement, on compare des pommes et des poires. Oui, Stéphane Azé. Effectivement, la lutte contre les cumuls et pour la transparence, elle a déjà connu beaucoup d'étapes et le travail Cumuléo met le doigt sur des étapes qui n'ont pas encore été réalisées parce qu'en fait, moi je me réjouis du consensus qu'on entend aujourd'hui, mais à chacune de ces étapes, on doit se heurter au conservatisme qui nous dit « Ah non, attention, ah non, c'est dangereux, ah non, le secret de la vie privée ». Encore par rapport à l'enjeu des rémunérations, on y travaille depuis 2 ans, M. Gillot, et effectivement, on voit que ces arguments reviennent en commission pour finalement faire barrage à quelque chose qui dans d'autres pays, dans d'autres cultures, est en fait élémentaire, la transparence et le décumul des mandats. Alors, une question peut-être... oui, allez-y. Par rapport à la fois aux rémunérations et à ce que M. Antoine disait par rapport aux déclarations de patrimoine, je voudrais quand même ajouter que le GRECO, qui est le groupe d'État contre la corruption qui dépend du Conseil de l'Europe, a fait un rapport sur la Belgique, sur les moyens de lutte contre la corruption des parlementaires, des juges et des procureurs. Et le GRECO recommande la publication des rémunérations et recommande également de rendre publiques les déclarations de patrimoine sur un site Internet. Donc, le GRECO pousse la Belgique à aller plus loin dans cette transparence et ce sont des recommandations que la Belgique ne peut pas écarter. Là, moi, je prends un peu mes distances par rapport à vous. Je trouve normal que tout ce que vous recevez de la force publique, vous le publiez. On a un mandat, on a un revenu. Mais à quoi bon aller présenter un patrimoine que vous avez peut-être hérité ? Peut-être que c'est votre conjoint qui a participé à le constituer. Ça relève d'une autre dimension. Le contrôle, c'est le contrôle public. Et bien sûr, s'il y a une enquête, alors on doit pouvoir vérifier l'avant et l'après. Mais je ferai une distinction. Parce que nous savons tous, et c'est évidemment le danger et la limite de l'exercice, que 1 500 €, c'est déjà trop pour un certain nombre de concitoyens, et on peut le comprendre vu leur situation. Et donc il faut être prudent à la fois pour réconcilier la nécessaire transparence, l'honorabilité présumée des élus, ce qu'ils gagnent, et ça ils doivent pouvoir l'afficher, du patrimoine qui renvoie, me semble-t-il, à d'autres dimensions que le seul exercice d'un mandat. Oui, M. Gillot. Oui. Il me semble quand même que quelque chose d'assez évident, je veux dire, quand des citoyens vont voter et que quelqu'un est élu, le minimum, c'est que quelqu'un qui a un mandat public, sa rémunération soit publique. Je veux dire, moi, ça ne me pose absolument aucun problème. Et quand monsieur dit que 1500, c'est trop, ben, pour certains, ben, nous, au parti, on vit avec ces 1500 € c'est-à-dire le salaire moyen ouvrier, qui est même un petit peu en dessous. Donc, je veux dire, personnellement, je vis avec le montant de ma prépension brute. Donc c'est clair pour nous que quelque part, ça veut dire que votre il ne peut pas y avoir d'une manière ou d'une autre enrichissement personnel parce qu'on fait de la politique, on ne m'a pas mis un pistolet sur la table pour faire de la politique et m'investir dans le domaine. Donc pour nous, voilà, ça c'est nos règles. Mais de toute façon, il est clair que le citoyen doit pouvoir connaître le revenu que le mandataire va ça veut toucher. dire ou les revenus. Parce que dans votre cas, ça veut dire par exemple que vous gagnez moins maintenant comme député que vous ne gagnez à l'époque où vous étiez oui, parce que quand je travaillais, j'étais sidérurgiste, quand je travaillais, ben, j'avais plus que ce que j'ai maintenant. J'ai 1 713 € de prépension brute. Je paye mes impôts là-dessus, 1 450 €, entre autres. Donc, je veux dire, moi, les chiffres, ils ne me gênent absolument pas. Et je trouve que le citoyen doit pouvoir connaître la rémunération, les honoraires que vont percevoir un mandataire. Je dis bien quand il accumule, évidemment. Mais Frédéric, c'est vrai pour le revenu, mais pour le patrimoine, est-ce qu'il est nécessaire de savoir si ta maman, un jour, t'a légué une maison ou non? Ça n'a rien à voir avec le mandat je vais public. dire, ici, on parle de revenus.
Hein, donc maintenant, pour le patrimoine, on revendique aussi d'avoir un cadastre des revenus, la globalisation des revenus, puisque nous avons quand même mis en avant au niveau fédéral aussi cette taxe des millionnaires qui demanderait à avoir un cadastre. Donc je veux dire, voilà, tout est lié, et moi ça ne me dérange absolument pas qu'on ait l'ensemble de mon patrimoine. Il est disponible, de toute façon j'ai rien, c'est pas difficile, mais je veux dire, j'aurais même, en tant qu'élu du PTB, c'est évident que pour nous, il n'y a aucun problème. La transparence, elle doit être là. J'ai rien à cacher, que ce soit sur mes comptes en banque ou ailleurs. Donc, vraiment, c'est quelque chose. Parce qu'à un moment donné, on se met au service des gens. Alors, c'est magnifique, et tout parti confondu. Et les gens doivent pouvoir savoir à qui ils ont affaire. Et moi, ça ne me pose aucun problème, aussi bien sur mes revenus que sur un patrimoine éventuel. C'est une règle chez nous. Stéphane Azé, puis on revient vers vous, M. Van Gulli. Il faut poursuivre, et pas seulement sur les mandats publics. On a toute une série de mandats un peu dans l'entre-deux. Quand on est sur des intercommunales comme Tecteo, comme Dexia jadis, comme Belfius aujourd'hui, toutes ces sociétés publiques, dans la législation, c'est considéré comme des mandats privés et ça ne compte pas dans le plafond des revenus. Ça ne rentre pas dans la transparence. C'est clairement un problème. Et puis, l'exercice de mandat en parallèle d'une activité politique, mais il est aussi normal que le citoyen sache finalement, si quelqu'un a d'autres activités, eh bien, qu'il y ait une transparence par rapport à ces activités qui sont menées en parallèle. Oui, on revient avec juste préciser. Par rapport au patrimoine, ce n'est pas moi qui le propose, c'est le Gréco, donc c'est un organisme international qui dépend du Conseil de l'Europe et qui a certainement une vision qui a une vision peut-être un peu avant-gardiste, mais ça reste quand même, qui a fait des recommandations officielles à la Belgique, recommandations que la Belgique ne peut pas balayer d'un revers de la main. Elle doit absolument y répondre. D'ailleurs, ce mois-ci, elle doit y répondre. Oui, Gilles Mouillard. Effectivement, transparence et des règles les plus claires possibles, mais vous savez, il y a déjà un certain nombre d'informations qu'on peut facilement avoir. Pour un échevin ou un bourgmestre, il suffit de lire le CDLD. Selon le nombre d'habitants, vous savez la rémunération qu'il a. Un conseiller communal, le jeton de présence qu'il a, généralement, ne lui permet même pas de rentrer dans ses frais. Par contre, s'il y a des mandats connexes ou annexes et qu'il y a un plafond, l'ensemble des mandats rémunérés doivent évidemment rentrer dans ce plafond-là. Et alors, sur le fait que si vous avez une activité encore sur le côté, qu'on doit le savoir, c'est déjà le cas. Parce que si vous allez de nouveau sur le site Cumuléo de monsieur, vous aurez l'ensemble des mandats, en ce compris les mandats privés. Donc tout ça est connu. Peut-être par rapport à la limitation qui est, si je suis bien informé, 1,5 fois le salaire du parlementaire. Est-ce que ça, c'est une bonne règle ou c'est déjà beaucoup trop Mais on peut toujours discuter du montant. Effectivement, c'est beaucoup. Par rapport à un citoyen lambda qui travaille à l'usine, effectivement, c'est beaucoup. C'est même énorme. Mais il faut rappeler aussi l'histoire des indemnités parlementaires. Hein. C'est aussi, on parle de corruption. On sait qu'un mandataire public, il est souvent amené à octroyer des marchés publics, à notifier des marchés publics. Il y a des montants et des sommes en jeu qui sont importantes. Et le fait que les mandataires publics soient relativement bien rémunérés de manière importante, c'est aussi une manière de lutter contre la corruption et d'éviter que certains soient tentés, même si on l'apprend encore trop régulièrement, certains se laissent encore tenter. Je pense que ces rémunérations, elles sont effectivement importantes, conséquentes. Elles peuvent poser question à certains, et ça je peux tout à fait l'entendre. Maintenant, on a trouvé, je crois, un équilibre qui est un relatif compromis aujourd'hui. Oui, et puis Frédéric Gillot et puis Stéphane Azé, et puis on va avancer dans le débat. Donc j'ai toujours trouvé assez extraordinaire. Moi j'étais donc travailleur en sidérurgie et quand je remplissais mes impôts, par exemple, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire que je doive le faire puisque en fait l'État avait toutes les données de mon salaire, de mes revenus. Je n'avais qu'à signer une déclaration d'impôt, parce que tous les chiffres étaient là, et ce n'est pas le cas avec des élus, des parlementaires. Donc ça, je trouve ça assez extraordinaire déjà. Puis maintenant, pour réagir un petit peu contre la corruption, c'est toujours ce que j'entends dire, mais alors il y a des tas de métiers qui devraient avoir l'équivalent des honoraires des, je veux dire, policiers, enfin on peut en prendre beaucoup. Il y a des tas de métiers qui mériteraient d'avoir des salaires, voilà. Donc, ben voilà, donc ce mobile, enfin, cet argument de dire que c'est pour lutter contre la corruption, c'est vraiment pas le cas. Et puis on peut voir aussi que même avoir ce niveau de rémunération, ben, ça ne lutte pas toujours contre la corruption, loin de là. Hein. Il y a quand même des exemples assez extraordinaires à ce niveau-là. Donc je ne crois pas que c'est vraiment un argument de dire, et nous ce qu'on revendique c'est, voilà, ben, on sait
qu'un travailleur, son salaire moyen, c'est 1500 €, en tout cas en Belgique, voilà, ce serait une limitation à 3 fois le salaire d'un travailleur, et de lier, ce serait encore peut-être un peu plus avant-gardiste, mais en tout cas aux progressistes, avant-gardiste non, mais progressiste, de dire qu'à un moment donné, pourquoi pas lier le revenu des mandataires avec le revenu moyen du travailleur, et de faire en sorte que si le revenu moyen du travailleur augmente, le revenu des honoraires va peut-être augmenter aussi. Je veux dire, faire cette liaison-là, oui, un petit peu au résultat obtenu, quoi. Stéphane Azé. Il y a en tout cas un travail à poursuivre, et moi je ne suis pas d'accord de considérer que les 150% c'est un équilibre. D'abord parce que beaucoup ont des voies détournées pour en fait contourner cette règle. Et puis parce qu'un parlementaire, il est rémunéré, il est bien rémunéré pour faire son boulot à temps plein, et que déjà une règle à 100%, ce serait déjà bien assez. Oui. Pour juste être précis, le plafond de rémunération, donc c'est bien 1,5 fois l'indemnité de parlementaire, c'est 180 000 € bruts par an. Comme ça, c'est très confortable comme rémunération. J'entends un caméraman qui pousse un... Attention, Moi, je pense qu'il y a 2 règles essentielles. C'est la transparence et le périmètre n'est pas suffisamment large. Je pense qu'on en est tous conscients. Dès lors qu'il s'agit de mandats publics ou semi-publics, on en a donné quelques exemples, on doit pouvoir les reprendre. Mais je voudrais aussi, comme président du Parlement de Wallonie, apporter un élément de contrôle. Or, vous le savez, nous sommes soumis au contrôle des impôts comme chacun, mais après, notre dossier est revisité complètement par Bruxelles IV. C'est un service spécialisé uniquement pour les femmes et pour les hommes politiques pour détecter si le juste impôt est payé. Parce que j'entends des chiffres, je ne les conteste pas, mais reconnaissons que ce sont des chiffres bruts. Il y a donc bien sûr une imposition comme tout à chacun. Il y a des contributions aux partis, importants, et ça dépend d'un parti à l'autre, mais c'est le cas chez nous. Et puis j'ajoute, chaque formation politique a son histoire. Que M. Gillot ne m'en veuille pas, c'est le Parti des travailleurs belges qui fait campagne pour lui. Nous avons une autre logique, qui est à la fois une logique de parti, mais aussi une logique individuelle où nous devons, pendant la campagne électorale, mais avant, mais après, connaître un certain nombre de dépenses qui sont liées à notre fonction. Donc je voudrais dire ceci, je ne conteste pas l'importance des chiffres, je veux simplement apporter de la nuance et rassurer nos concitoyens et vos téléspectateurs, nous sommes bien dûment contrôlés. Alors, c'est assez ahurissant, parce que je veux dire, un travailleur aussi doit assumer les dépenses dans l'exercice, même parfois, de leur métier. Combien de dames travaillent à mi-temps et elles doivent assumer elles-mêmes le fait de circuler avec leur voiture, et c'est pas pris en compte. Je veux dire, à un moment donné, je ne revendais qu'une chose, c'est d'être quasi à la même sauce que les citoyens. Il n'y a pas de raison, d'avoir cette forme-là de, oui, un peu d'élite. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, c'est simplement ça. Et moi aussi, de cette manière-là, je dois assumer, peut-être moins que vous, mais je dois assumer, je veux dire, je fais 60 000 km par an, donc je les assume avec les 1713 bruts de ma prépension. J'imagine que vous laissez l'électeur libre de son choix. Dès lors qu'il connaît la situation de l'intéressé, qu'il sait à quelle formation politique il appartient, la règle d'une fois 5, c'est lui l'électeur et il est souverain. S'il décide de voter pour vous, moi, j'ai pas de difficulté. S'il décide de voter pour M. Mouillard, pas de difficulté. S'il vote pour nous, je suis encore plus content, bien évidemment, vous l'aurez compris. Mais ça, c'est la règle de la démocratie. Il faut simplement assurer l'information, disposer de moyens de contrôle, et puis l'électeur fait son choix. Alors, peut-être pour clôturer déjà cette première partie de débat, M. Van Geul, par rapport aux avancées du Parlement de Wallonie, c'était sous la législature précédente où on décide de limiter le cumul. C'est assez compliqué parce qu'il y a une partie qui échappe, enfin voilà. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce progrès ou pas du Parlement de Wallonie par rapport à ça? Personnellement, je suis tout à fait favorable à la limitation du cumul. La seule chose que j'ai regrettée, c'est qu'on autorise 25% des députés à cumuler une fonction de bourgmestre, d'échevin ou de président de CPAS, et qu'on n'ait pas une règle beaucoup plus claire pour le citoyen qui dit clairement ce cumul-là, on l'empêche. Je vois dans la presse que la commission du renouveau démocratique tendrait vers une remise en question de cette limite-là. Et j'invite le citoyen à être très très attentif à ça. Oui. Et aussi voir attention au détricotage, parce que je ne suis pas sûr qu'on va aller vers une annulation de ce décret, mais le risque c'est de le détricoter et notamment de prolonger la période d'empêchement qui se limite à 2018 et qui risquerait peut-être d'être prolongée après 2018 et qui permet aux députés de rester bourgmestre empêché, mais de rester sur les deux tableaux.
Sur cette thématique-là et sur ce que M. Van Geleu explique, qu'on ferait marche arrière là-dessus. Avant de savoir si on va faire marche arrière, il y a un élément au-delà de l'aspect financier sur lequel il faut être attentif, c'est sur le cumul du temps de travail. On se rend bien compte que d'être parlementaire et être par exemple bourgmestre d'une très grande ville, je pense qu'à un moment donné, ça peut poser problème au niveau du temps de travail. Le décret qui a été voté ne répond absolument pas à cette préoccupation parce que c'est par rapport à votre taux de pénétration. Donc le tout, c'est de faire beaucoup de voix. Que vous soyez bourgmestre d'une grande ville ou d'une toute petite ville, donc 100 000 habitants ou 10 000 habitants, je veux dire, le décret méconnaît cela. Et donc, par ce décret, on ne répond pas réellement à la question qui est demandée. Concrètement, vous oseriez-vous pour que le décret soit comme nous ne trouvions pas à l'époque, le maire ne trouvait pas à l'époque cela judicieux, nous ne l'avons pas voté. Donc, si maintenant il y a d'autres textes mieux faits, plus intelligents, par exemple, un député européen ne peut pas être bourgmestre ou échevin d'une commune de plus de 50 000 habitants. Et voilà, ça c'est une règle fixée par l'Europe. Et bien, on pourrait éventuellement s'en inspirer. Pourquoi pas? Je sais qu'il y a des partis qui sont réticents par rapport à cela. Oui, tour de table, Stéphane Azé. Mais ce décret, effectivement, à 25%, c'était un compromis, un point d'équilibre qui avait été forcé par Écolo. Nous aurions préféré 0%, d'autres ne voulaient rien changer. On a un point d'équilibre à 25%. Mais la question de la disponibilité, le temps de travail, n'est pas une question suffisante. D'abord, on voit aujourd'hui au Parlement que les choses ont progressé avec ce décret, mais qu'il reste encore un absentéisme, et on ne peut pas dire que ce sont les grandes villes ou les petites communes qui sont les plus concernées, mais il y a d'autres problèmes. Il y a la concentration de pouvoir dans les mains de petits nombres, alors que dans une démocratie, nous sommes favorables à ce que le pouvoir soit le plus distribué possible. Et puis alors, cet enjeu des conflits d'intérêts. Un bourgmestre, il est soumis à la tutelle du gouvernement wallon. Et c'est lui qui, au Parlement, va contrôler le gouvernement wallon. Comment voulez-vous avoir une démocratie saine qui puisse fonctionner en ayant ce système du contrôleur contrôlé? Il y a donc là, certainement, à renforcer ce décret et en aucune mesure à l'affaiblir. Oui, Frédéric voilà, un petit peu parler dans le même sens que M. Azé. C'est vraiment pour dire que bien souvent, il y a des conflits d'intérêts, un manque d'objectivité parfois, et qu'on sait au niveau démocratique, quand le pouvoir se concentre dans moins de mains, il y a moins de démocratie. Il n'y a rien à faire, c'est assez évident. Dans les conflits d'intérêts, c'est clair que des fois, il y a des mandataires qui vont être au niveau sous-local, parfois, et qui sont aussi députés ou qui sont parlementaires. Il va vraiment avoir des conflits d'intérêts, c'est-à-dire faire passer un dossier avant un autre, peut-être faire en sorte qu'un dossier passe mieux, plus vite. Donc il y a quand même, au détriment de l'intérêt collectif, puisque monter un projet de manière locale, ça va intéresser le mandataire local, et peut-être que l'intérêt collectif est de faire ce projet, de le réaliser ailleurs. Donc vraiment, c'est au détriment de l'intérêt collectif. Oui, réaction, André-Antoine. Considérant d'abord, je viens de faire le relevé statistique comme président du Parlement, je relève que nous avons travaillé au rythme de 5 jours semaine, ce qui est normal, mais 5 jours, commission, séance plénière. Et tant mieux. Deuxième élément, je relève, ce n'est pas un jugement de valeur, que nous avons toute une série de députés extrêmement actifs dans toutes les formations qui ont un mandat local, bourgmestre et échevin. Je prends par exemple les chefs de groupe, à l'exception de M. Azé, ils sont tous bourgmestres. Et ce sont les principaux animateurs du Parlement. Il n'y a donc pas nécessairement une corrélation entre la disponibilité et l'efficacité. Et puis troisième élément, moi je voudrais dire qu'on peut apprendre beaucoup sur le terrain local. On discute pour le moment de le code de l'urbanisme. Mais quand vous l'avez pratiqué sur le plan local, comme échevin, comme bourgmestre, que vous avez rencontré les difficultés des demandeurs, des entreprises, vous connaissez bien mieux que n'importe qui le sujet. Et vous pouvez apporter votre contribution. Enfin, je voudrais dire que le pouvoir absolu n'existe pas. Nous sommes toujours dans des alliances. J'ai connu une alliance avec M. Azé et M. Dermagne. Il fallait trouver un consensus. Donc personne n'a jamais pu imposer complètement son point de vue à l'autre. Et enfin, ce qui me gêne, et j'en termine, c'est que nous sommes les seuls au Parlement de Wallonie à connaître cette règle. Et là, il y a un souci de discrimination. Parce que nos collègues du fédéral, ils peuvent cumuler. Nos collègues bruxellois, nos collègues flamands. Et ce qui veut dire que vous avez une assemblée, par exemple, comme le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, où vous avez des Bruxellois qui peuvent cumuler et des Wallons qui ne peuvent pas pour une partie d'entre eux. Avouez que tout ça n'est pas très simple et je rassure... On n'a pas une longueur d'avance. Je rassure monsieur Azé, le bourgmestre est aussi contrôlé par ses conseils communaux. La première force de contrôle d'un bourgmestre, c'est le conseil communal.
Oui, Pierre-Yves Dermagne, hein, conseil communal de Rochefort, on vous contrôle de près. Oui, effectivement, et heureusement d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose d'important. Mais parler aussi, je pense, d'éthique personnelle. Alors on peut adopter des règles, il y aura toujours des gens pour les contourner, malheureusement. Il y a aussi un mandat, c'est la manière dont on l'exerce avec son éthique et avec les comptes à rendre devant l'électeur. C'est quelque chose d'important. Il se fait que moi, je suis un des 25, enfin je fais partie des 25% des membres du Parlement wallon qui peuvent cumuler. Ça c'est à la fois le résultat d'un dispositif un peu compliqué et le choix de l'électeur. Il se fait que j'ai cette chance-là. D'avoir eu des électeurs qui m'ont fait confiance en suffisance. C'est une chance de pouvoir cumuler. Écoutez, je vais vous dire que c'est une chance parce que je pense qu'en étant échevin, et échevin de l'urbanisme en l'occurrence, et membre de la commission de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, je pense être un meilleur parlementaire dans cette commission en étant échevin de l'urbanisme et un meilleur échevin de l'urbanisme en étant parlementaire. Mais ça relève aussi de l'éthique personnelle, de l'engagement qu'on met dans ces mandats. Je pense, et mes collègues sont là de l'opposition, et je pense qu'ils pourront en témoigner que je suis un membre actif du Parlement, particulièrement présent, actif, et que par contre, vous ne trouverez jamais dans mon travail parlementaire un élément sous-localiste. Ça, je vous mets au défi de trouver une question qui soit une question... Souvent, écoute, on entend parler de rond-point, de... Pas moi. Je veux dire, non, je ne dis pas de... Mais souvent, je fais des USC. Frédéric, c'est fini. dans mes questions orales, dans mon travail, dans mes questions écrites, tu ne trouveras aucun élément sous-localiste. Qui risque d'être occulté, je pense que ça il faut vraiment en parler, et c'est un cumul plus que dérangeant, c'est la fonction ministérielle avec la fonction de bourgmestre ou échevin empêché. Parce que derrière le terme empêché, vous mettez ce que vous voulez, et ça dépend d'ailleurs des ministres. Il y a des ministres qui sont réellement empêchés et qui se consacrent entièrement à leur fonction ministérielle, et il y en a d'autres qui sont 10 fois plus bourgmestres que réellement ministres et qui ont encore la main mise sur leur commune. Et ce qui est d'autant plus dérangeant, c'est que eux, au gouvernement wallon, par exemple, vont décider des subsides qu'ils vont attribuer à une telle commune. Et là, je pense que réellement, il y a des choses à faire et des réflexions à avoir. Monsieur Van Goolu. Je suis d'accord avec votre réaction. D'abord, j'avais tweeté que 4 ministres étaient présentés sur le site de leur commune comme bourgmestres. Et c'était M. Magnette, Mme Galland, Rudy Demotte et Maxime Prévost. Voilà, tout à fait. Donc, Paul Magnette, ça a été changé. Les autres sont toujours ministres et officiellement bourgmestres selon le site de leur commune. André-Antoine, par rapport à ces membres de l'exécutif, hein, ils ne sont pas là pour se défendre ici, mais qui, eux, cumulent. Enfin, à Namur, on a le terme d'une échevine déléguée aux affaires mayorales. Enfin, tout ça, ça paraît un peu... D'abord, je voudrais abonder dans le sens de M. Dermagne. Il y a une éthique personnelle. Et moi, je crois quand même à cette présomption. Pourquoi déjà condamner quelqu'un, premier élément. De deux, je suis partisan aussi il faut éclaircir les textes. Et en cela, vous avez raison. Je trouve que échevin délégué à la fonction mayorale, ça ne va pas. Je pense qu'il faut pouvoir dire qu'il y a un bourgmestre en titre, qu'il y a un bourgmestre faisant fonction, qui a toutes les signatures. Je vous rappelle quand même, c'est important de le préciser, qu'un bourgmestre empêché ne signe plus rien. Il ne préside plus le collège. Bien sûr, il peut encore intervenir au conseil communal, il peut encore faire un discours aux cérémonies patriotiques, quoi de plus normal, les gens vont dire, mais il n'est plus associé directement sur le plan de la responsabilité aux gestions de la commune. Aux yeux du citoyen, on se dit, c'est quand même lui le bourgmestre. À partir du moment où il garde l'ensemble de son cabinet, l'ensemble de ses collaborateurs, son bureau, qu'il va comme expert au collège échevinal, qui par le truchement du code de la démocratie locale est président du conseil communal. Est-ce que vous pensez réellement que monsieur et madame tout le monde fait réellement la différence entre le vrai bourgmestre et le bourgmestre empêché? Voilà, vous tous, merci d'avoir été avec nous. Un petit regret, pour mon prochain débat sur le renouveau démocratique, il n'y aura que des femmes autour de la table. Je m'y engage. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée et à très bientôt. Merci.